Vous savez, l'année 2019 a beau avoir été extrêmement riche au cinéma et à la télévision, quand en plus c'est une année où t'as la chance de rencontrer pour la première fois Ragnar Lodbrok, ça rajoute forcément un petit peu de piquant, on va pas se mentir. Who wants to be king? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel interlude, le bilan de cette fin d'année cinéma et série 2019. Et comme chaque année maintenant vous commencez à avoir un peu l'habitude, on va pas partir sur 14 vidéos top, flop, cinéma, série, non, on va partir directement sur des récompenses. Ça nous fera une bonne grosse vidéo à découvrir pour 2019 avec le meilleur acteur, le meilleur second rôle, la meilleure bande son, la meilleure série, le pire film aussi. Malheureusement ça peut arriver. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quelle année 2019 on a eu, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Je l'ai dit et je le répète, mais alors depuis que je suis sur YouTube, c'est largement l'année où j'ai vu le plus de films, et paradoxalement, comme j'ai traité pas mal de sujets de séries télévisées, c'est l'année où j'ai fait aussi le moins de critiques, mais je me suis rattrapé sur énormément de retard, j'ai vu énormément de films, et on a eu une année 2019, que ce soit sur les films étrangers, les films français, les films américains, ou même à la télévision, avec énormément de rattrapages que j'ai pu faire, ou des séries nouvelles qui sont arrivées cette année, on a eu effectivement une année 2019 que j'ai trouvé remarquable. Et on va commencer tout de suite avec du très très lourd, alors là attention, on rentre dedans directement. Meilleure série, il y avait toutes celles qui étaient là et il y avait celle-là. The Mandalorian, Watchmen, Game of Thrones, Chernobyl, Stranger Things, Euphoria. À l'instar d'une année cinéma généreuse, les séries ne furent pas non plus en reste. Si plusieurs frôlèrent le grandiose, une seule se hissa dans les toutes meilleures d'une décennie. Mr. Robot. Conclusion parfaite d'un chef-d'œuvre, Sam Esmail éleva un niveau déjà solide pour un final brillant, immersif, dont il ne faut pas oublier la révélation visuelle qu'il apporta. Avec cet acte, il livre un épisode sans dialogue, un autre théâtral, des intrigues soignées, percutants, où Malek, Slater, Chaikin et autres B.D. Wong proposent sûrement le meilleur acting de leur carrière jusqu'alors. So please, don't make me fucking laugh! À la fois tendre et violente, rares sont les séries capables d'avoir proposé un final intelligent, arrêté au moment idéal pour convaincre et impressionner. Impressionner, mot convenant idéalement à Mr. Robot. Nous reviendrons évidemment plus tard sur la totalité d'une saison surprenante m'empêchant de respirer, et qui me manque, tout simplement. Au revoir d'un show dont on ne cessera jamais de louer l'innovation qu'elle apporta aux séries télévisées. Merci. Monsieur Esmail. On passe maintenant à la meilleure bande son, et alors ça a été très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que spontanément, si jamais je m'écoute, Once Upon a Time in Hollywood et Joker. Joker par sa composition originale, c'est d'autant plus pertinent. Et étant donné que j'ai pas réussi à trouver un gagnant entre ces trois films qui sont pour moi exceptionnels, je me suis tourné vers les séries télé, et une en particulier qui fait un effort musical extraordinaire. Produite par Drake, il était évident qu'Euphoria, l'une des nouvelles perles d'HBO, opterait pour un scénario dramatique, fascinant, mais aussi une bande-son réfléchie pour l'occasion. De sonorité trap à électro en passant même par une bonne dose de old school, elle n'est pas uniquement qualité auditive. Qu'on se le dise, chaque mise en scène, chaque personnage, chaque séquence forte de la série seront amplifiées par l'utilisation musicale d'Euphoria. Pour sa complexité autant que ses enjeux difficiles dans une sorte de High School Musical sous Exta, elle fut grande dans sa capacité à ne pas tomber dans la BO gratuite, innovant en permettant à plusieurs groupes, de la Prince à Kid Cudi, Lil Wayne, DMX ou même Drake en personne, d'avoir constamment une signification à donner aux émotions de ses héros. Éclectique et soignée, elle sera très ciblée pour un public jeune, c'est certain. Mais à l'image d'un show captivant, c'est une totale réussite. Et dites-vous bien qu'avec 147 morceaux utilisés dans la saison, ni plus ni moins, elle le pouvait bien. Passons maintenant à la pire déception de l'année malheureusement, et si vous avez suivi un petit peu l'actualité, je pense que 9,9 personnes sur 10 vont savoir à peu près ce que c'est. Pour beaucoup, ça se jouera peut-être avec la saison 8 de Game of Thrones. J'ai été plus indulgent. People keep telling me they know me. No one does. Star Wars, l'ascension de Skywalker, où quand un rendez-vous se transforme en fiasco. À la défense de J.J. Abrams, il était difficile de reprendre le flambeau vacant de Colin Trevorrow tout en rattrapant un Rian Johnson que les fans conspuèrent, même si ce fut pour moi l'opus le plus réussi de cette trilogie. Sans frisson, sans magie, feignant et bien trop faible pour une conclusion de saga culte, ce 9e opus fut pour moi déception non seulement à la hauteur des attentes, mais aussi en tant que long métrage lui-même. The Force will be with you. Always. Car nos attentes doivent parfois être mises de côté et malheureusement, il est évident que le problème semble plus profond. Dommage d'une trilogie bancale n'ayant jamais vraiment su former une véritable identité. Montrant les limites d'une nostalgie où faire du vieux avec du vieux prend des proportions ahurissantes, préférant reprendre et soulever une multitude d'incohérences, la mise en scène et la photographie soignée d'Abrams, habitué de science-fiction, ne parvinrent pas,
pour moi, à sauver du naufrage une dynastie Skywalker, certes clôturée, mais ô combien décevante. Il sera difficile de reparler de ce film et de cette trilogie à l'avenir, sans déchaîner fougue et passion. Mais à mes yeux, à l'image de Kylo Ren, je suis tristesse. On continue sur cette tranche un petit peu joviale et jouissive avec le pire film de l'année maintenant. Et globalement, autant l'année 2019 fut excellente, autant il est vrai que j'ai eu un petit peu de difficulté à trouver des films que j'avais détestés. Et un long métrage pour moi a fait encore pire, non seulement dans sa capacité à totalement énerver les fanatiques absolus de cette saga, dont je ne fais pourtant pas spécialement partie, et m'a personnellement donné envie de quitter la salle d'ennui. Tellement je n'avais rien à regarder, j'avais l'impression de perdre 2 heures de ma vie là-dedans. Et forcément, quand on arrive à ce style-là... Bonjour, je suis Arnold Schwarzenegger, je change des couches avec efficacité tout en étant un véritable bout-en-train marié et père de famille. Bonne journée. Ceci était un message sponsorisé par James Cameron. On passe maintenant à une toute nouvelle catégorie, l'une des 2 nouvelles catégories de cette année, avec le meilleur acteur ou actrice dans un second rôle. Il y en a eu beaucoup cette année, alors vous attendez tous Jon Bernthal dans Le Mans Ferrari. Je ne peux pas tout le temps placer Jon Bernthal dans mes tops, sinon ce serait le top all-time évidemment. Donc on va se tourner vers quelque chose de plus objectif, un monstre, tout simplement. I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. Paradoxal. En un an, le mec aurait pu se retrouver non seulement dans la catégorie meilleur acteur, mais aussi meilleur second rôle. D'une sobriété impeccable dans Ad Astra, c'est pourtant dans la doublure et non la douleur que Brad Pitt décroche la palme d'homme de l'ombre. I'm the devil, and I'm here to do the devil's business. No, it's dumber than that. Something like Rex. Avec Cliff Booth, Brad Pitt ne joue pas, il incarne le personnage. Et aussi stupide cela puisse être, la combinaison avec Leonardo DiCaprio, que l'on devine beaucoup plus dans l'acting, aussi grandiose soit-il, offre une réelle profondeur au récit. Capable de porter la caméra rien que par sa présence et son amour d'un cinéma déchu, Brad confirme que Tarantino lui scie à merveille. C'est aussi ça, au-delà du jeu, qui façonne un second rôle réussi. Indispensable à Rick Dalton dans sa trame scénaristique, tout autant qu'au spectateur et au regard que Booth lui apporte. Responsable de moments cultes d'une lettre d'amour au cinéma, il était évident qu'il marquerait le film d'une touche poétique, nostalgique et puissante. T'es une bête, Brad Pitt. Et si meilleur acteur dans un second rôle il y a eu, évidemment il y a le meilleur acteur de l'année. Et pour moi, même s'il y a eu, et c'est encore une fois la richesse de cette année 2019, l'autre prestation de taille XXL depuis janvier jusque décembre, il y en a un où il n'y a pas de match. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Est-ce que vous sentez mon crève-cœur ou pas là? Non, vraiment. Parce qu'une nouvelle fois, à l'image d'une année 2019 époustouflante, les grandes prestations ne manquèrent pas à l'appel. DiCaprio, De Niro, Bale, Driver, McAvoy, beaucoup furent excellents. Mais un seul fut sensationnel. You want to tell it to me? Interprétation poétique d'une obscurité douloureuse, il m'est encore difficile de mettre des mots sur la prestation de Joaquin Phoenix. Arthur Fleck est un monument touchant, ce genre d'antagoniste parfait que l'on peut comprendre, flirtant même avec une compassion totale pour son mal-être. Il est rare pour un acteur de se jouer autant d'une mise en scène, d'une bande-son et d'un enjeu, offrant au spectateur une prestation délicate, complexe et déchirante. Au fil du récit, il passera par toutes les émotions à travers une symbolique forte, la conscience d'un monde qu'il rejette, complètement dépassé. Connu du grand public autant que de cinéphiles ayant pioché dans ses œuvres plus intimistes, Phoenix bouscule les codes, épouse la caméra, et se mue complètement dans un personnage sur mesure pour lui, faisant même plus fort, apportant sa propre identité à un culte en lui offrant avec réalisme et puissance une nouvelle vision. Oui, Joker est un film qui retourne, tout comme son comédien, éblouissant. Passons maintenant à une nouvelle catégorie, et alors attention, elle peut surprendre, le meilleur film français de l'année. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a beaucoup de films dont j'ai pas fait la critique, alors ça peut être le cas par exemple sur Zombie Child, sur Le Chant du Loup que j'ai pu voir récemment, et j'ai trouvé cette année 2019 du côté des films français particulièrement bonne, alors loin évidemment de tous les films grand public qu'on peut voir d'habitude, et c'est justement pour ça que j'en fais cette catégorie. J'ai pas pu évidemment faire la critique de tous les films que j'ai vus cette année, loin de là, les films français encore moins, et pourquoi je vous dis que ce film-là est le meilleur film français de l'année, c'est parce qu'une fois que je l'ai vu, c'est celui-ci qui m'a ensuite donné envie d'aller rencontrer tous les autres films, et où j'ai vraiment passé de bons moments cinématographiques. Donc ne voyez pas ce film-là comme le meilleur film français de l'année, mais celui qui m'a le plus marqué, parce que c'est grâce à lui que j'en ai rencontré beaucoup d'autres. Mais ils vous arrêtent pour vous dire quoi, les gens? Franchement, vous voyez bien que c'est pas un vêtement banal. Bon, je sais ce que vous allez me dire, il y avait peut-être mieux en France cette année que Le Dernier Dupieux, et connaissant mon amour pour Jeannot, je suis peut-être pas objectif. Dans les deux cas, vous avez raison. Et vous avez tort. Car dans une période riche pour le cinéma français, voyant sortir Le Chant du Loup, J'accuse, Zombie Child ou encore Les Misérables, je suis totalement néophyte en la matière, rattrapant tant bien que mal mon retard. Mais je lui ai toujours trouvé des qualités, loin des productions comico-romantiques à tendance ridicule que l'on peut voir en salle grand public. Parmi eux, Le Daim de Quentin Dupieux. C'est une
complètement déconnecté de n'importe quel scénario cohérent. Les aventures d'un Jean Dujardin et d'une Vestandin, tout simplement, sont également lettres d'amour au cinéma fétiche de Dupieux. On y retrouve du Carpenter, du glauque, du trash, du sordide, mais aussi une poésie particulière au cœur d'un what the fuck totalement assumé, pouvant certainement dérouter le spectateur. Et là-dedans, Jean Dujardin, style de malade portant le film seul, ou presque, lors d'une grande partie du métrage. Oui, Le Dain est un ovni, mais c'est à la suite de ce film que je pris plaisir à découvrir ou redécouvrir un cinéma français d'auteurs plus intimistes et talentueux. Ce genre de film me faisant comprendre que d'autres mériteraient de s'y attarder. Et rien que pour ça, merci. Et enfin, évidemment, le meilleur film de l'année. Je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps. Normalement, vous le savez déjà. Normalement, vous le ressentez. Normalement, même le décor le prône. Est-ce que quelqu'un ici avait vraiment une espèce de once de suspense là? Non, ça me rassure. Once Upon a Time in Hollywood n'est pas le film de l'année. C'est peut-être LE film. That was the best acting I've ever seen in my whole life. Like you, Rick fucking Dalton. Un cri du cœur, celui d'un gosse ayant vécu une passion inconsidérée pour le cinéma, et lui rendant, par une symphonie de près de 3 heures, ce qu'il peut lui apporter. Si je suis si proche de ce film, c'est parce que d'une certaine façon, parler cinéma avec vous est en quelque sorte la même idée. Rendre à une industrie fantastique, magique, ce qu'elle m'aura donné et avec laquelle j'ai grandi. Grandir avec un film, une sensation particulière, étrange et complètement folle. À l'image d'un Tarantino plus mature, jouant constamment entre faits réels et imagerie, le tout saupoudré d'une bande-son 60s à faire fantasmer ce Los Angeles de la belle époque. Chaque personnage aura une utilité non seulement dans, mais aussi à l'extérieur du cadre. Et ce, sur chaque plan travaillé sur mesure par son auteur. You don't get these lines right. I'm gonna blow your fucking brains out tonight. Alors oui, le final est explosif et brise les codes, à l'instar de nombreux films du réalisateur. Mais le casting s'éclate, bluffe, parvient même à émouvoir et décline à travers leurs diverses mises en abîme tout l'amour d'un cinéaste pour un univers. Pellicule, photographie, dialogue et respect pour une multitude de références, le film de l'année s'appelle bien Once Upon a Time in Hollywood. Féerique et à l'image de son auteur, complètement dingue. Voilà donc pour toutes mes récompenses, et alors oui, l'année a été tellement riche que j'ai pas pu tout citer. C'est pour ça que je vais vous offrir un petit top 5 films et un petit top 5 séries, histoire de citer un petit peu quelques grandes découvertes que j'ai eues cette année, que ce soit à la télévision ou au cinéma, en commençant par les séries télévisées. Avec en 5e position, Better Call Saul. Alors tout ce qui concerne les séries télé, ça peut être des séries que j'ai rattrapées aussi, je préfère le préciser. Les aventures de Jimmy McGill, pour moi, ça a été quelque chose de remarquable. Vince Gilligan, de toute façon, il sait très bien comment gérer ses personnages, et la prestation de Bob Odenkirk est peut-être pour moi l'une des meilleures de l'année. Enfin du coup, l'une des meilleures de mon année. En 4e place, là aussi un rattrapage, Viking. Alors je sponsorise justement avec ce suite, donc évidemment, vous vous en doutiez bien aussi au vu de l'intro. En 3e position, là on arrive sur des thèmes de 2019 avec Tchernobyl. Évidemment, Tchernobyl a mis une grande claque à HBO. D'un réalisme incroyable, j'ai appris aussi beaucoup en regardant cette série-là, et quand t'apprends, et en même temps quand tu vibres et quand t'as de l'effroi pour un sujet réaliste de faits réels, c'est remarquable. En 2e position, le coup de cœur de cette fin d'année. Alors oui, c'est peut-être pas l'une des meilleures séries de l'année, et ça a été un voyage que j'ai adoré, c'est totalement subjectif. The Mandalorian pour moi a été extraordinaire. C'est le retour de Star Wars, c'est le retour du grand Star Wars qu'on aime. Ça brille peut-être pas par son scénario, mais c'est tellement immersif et c'est tellement travaillé par des gamins qui adorent ça que j'ai été obligé d'adorer. Et enfin, meilleure série de l'année, évidemment. Mais alors cette série-là, Mr. Robot, c'est pas la série de l'année, c'est la série de la décennie. Donc effectivement, il y a peu de matchs non plus à ce niveau-là. Mr. Robot, Sam Esmail, tu es un monstre. Et donc maintenant, pour clôturer cette vidéo, le top 5 évidemment des films de l'année 2019, cette fois pas de rattrapage, que des nouveautés. En 5e position, ça fait partie de ce genre de film que j'ai rattrapé cette année alors que j'ai malheureusement pas pu en faire la critique, Parasite. 4e position, The Irishman. Alors The Irishman, c'est assez étonnant parce que j'ai pas pu le citer, pourtant il aurait pu être présent dans quasiment toutes les catégories. Ça a été un petit bijou de chez Netflix, j'aurais pu faire une catégorie meilleur film Netflix ou meilleur film des plateformes de streaming, mais là clairement il y aurait eu encore moins de suspense. Rosita dans Walking Dead se tape de mec, donc a priori ça valait pas le coup. En 3e position, j'en ai parlé tout à l'heure, John Bernthal, Christian Bale, Matt Damon, un excellent biopic qui va prendre aussi quelques libertés, une réalisation éblouissante, l'un des films de l'année pour moi. S'il y avait eu catégorie meilleure surprise de l'année, je pense que ce film-là aurait pu être dedans. Et après tout, était-ce vraiment une surprise? On s'y attendait. Et alors là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que autant on a eu une très belle année 2019, autant deux films ont trusté le haut du podium, où là aussi ils auraient pu être présents dans toutes les catégories. C'est les deux films qui ont littéralement tout bouffé cette année. Il fallait faire un choix et du
du coup vous l'avez compris, en numéro 2 ce sera Joker de Todd Phillips. Ce qui laisse place au leader incontesté de cette fin d'année, Once Upon a Time in Hollywood. Ça fait partie des films qui pour moi m'auront marqué, des films qui vont écrire ma culture cinématographique autant que c'est une lettre d'amour au cinéma. Rien que pour ça, oui, Once Upon a Time in Hollywood mérite pour moi cette première place. Voilà donc pour ce bilan de fin d'année 2019, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Quels ont été vos films préférés, vos séries préférées? Quelles sont vos récompenses de l'année? Quel est votre acteur de prédilection? Quels sont vos meilleurs second rôles? Quels sont vos meilleures bandes-son? Quels sont aussi vos pires films et vos pires déceptions? Parce qu'on est là pour mettre un peu de sel aussi, on aime ça, le sel de mer les gars, on embrasse Royan, évidemment la Charente-Maritime. Donc n'hésitez pas à m'en faire part, moi je vais partir par là comme d'habitude et on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année. Mon bilan personnel depuis le démarrage de ma chaîne et ce que je pense de YouTube. Du sang et des larmes, vous avez vu le film? Parce que là, ce sera le remake. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Mais ce qui toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.